Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Jean-Marc Morandini. On marche sur la tête consacrée bien évidemment aux dernières déclarations de Donald Trump. Vous les avez entendues avec Émilie. Donald Trump qui s'est exprimé sur les frappes sur l'Iran. Donald Trump qui a entretenu le doute, c'est le moins qu'on puisse dire, sur la possibilité que les États-Unis effectuent des frappes sur l'Iran, affirmant devant la presse à l'extérieur de la Maison Blanche: je vais peut-être le faire. Ou peut-être pas. Je veux dire que personne ne sait ce que je vais faire. J'espère que lui le sait au moins. A ajouté le président américain qui avait appelé l'Iran la veille à une capitulation sans condition après plusieurs jours de guerre en Israël. Et puis, Donald Trump a donné une information également affirmant que l'Iran était entré en contact avec les États-Unis pour essayer de négocier. Et Donald Trump a répondu. Il a dit: j'ai dit que c'était très tard pour discuter. Il y a une grosse différence entre maintenant et il y a une semaine. Ils ont même suggéré de venir à la Maison-Blanche, a dit Donald Trump, en qualifiant cette proposition de courageuse. Simon Moss, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes fondateur du média In Plus. D'abord, est-ce que vous pensez qu'il est encore temps de négocier avec l'Iran ? Impossible. À mon sens, il est impossible pour une simple bonne raison, c'est que si le régime tient alors qu'il est aux abois, si après cette crise majeure où on le voit au bord du précipice, il tient, alors il fera tout, mais tout, pour accélérer son processus d'enrichissement nucléaire. Pourquoi ? Parce que si il tient, ça voudra dire que la seule chose qui le fait tenir, ce régime, c'est la menace nucléaire. C'est cette arme finalement ultime. Et donc, il n'y aura plus de doute sur Il ne faut pas négocier aujourd'hui avec l'Iran. Aujourd'hui, il faut abattre le régime islamique d'Iran. Alors c'est pas ce que dit le gouvernement israélien, parce qu'hier je suis pas le gouvernement israélien. Non, mais je sais bien. Mais hier, j'allais dire, on avait le porte-parole ici même de l'ambassade d'Israël en France qui disait: notre objectif, c'est pas de faire tomber le gouvernement iranien, c'est ce qu'il disait. Non, mais c'est ce qu'il disait. Oui, mais il dit pas la même chose que Benjamin Netanyahou qui dit ça mettrait fin à la guerre. Moi, le porte-parole de l'ambassade, je l'ai entendu, mais Benjamin Netanyahou... Vous étiez là, oui, ça tombe bien. Mais oui. Et à côté, en plus, j'avais les oreilles débouchées, donc c'était parfait. Benjamin Netanyahou a dit ça mettrait fin à la guerre. Et on sent bien que Trump laisse planer le doute et la menace est là, puisqu'il l'a même dit hier: je sais où il se cache, l'ayatollah Khamenei. Mais on ne va pas l'abattre pour l'instant. Et tout est dans le pour l'instant. Ah oui, bien sûr. Tout est dans le pour l'instant. Il joue avec ses nerfs. Voilà. Clairement. Mais en effet, l'intérêt principal supérieur d'Israël... Est-ce qu'il ne faut pas toujours laisser une porte ouverte à la négociation quand même ? C'est juste là où on peut se dire, et c'est ce que faisait encore une fois le porte-parole de l'ambassade d'Israël hier ici avec nous sur Europe 1, il disait... Voilà, nous on veut pas faire tomber les autorités sur place. Ce qu'on veut, c'est qu'on arrête le nucléaire. C'est ça la priorité. Moi, c'est pas du tout mon analyse. C'est-à-dire que je considère que quand l'ennemi a un genou à terre, on ne le laisse pas se relever, surtout un ennemi qui aura... On l'achève. On l'achève. Ah oui, on carrément, l'achève. Et c'est un ennemi que le régime islamique d'Iran, qui, en plus de terroriser, de réprimer sa propre population, est une source d'instabilité majeure depuis 46 ans au Moyen-Orient, notamment ces 2 dernières décennies. Mathias Leboeuf, vous entendez la position très dure de Simon Moss. Qui est une proposition. Oui, non, mais, en fait, c'est le vrai débat. Le vrai débat, c'est de savoir quel est le but. C'est-à-dire, est-ce que le but est militaire, et dans quel cas il s'agit de détruire les installations nucléaires, ou est-ce que le but est politique ? Et pourquoi ça peut pas être les deux ? Ça peut être les deux, mais là, dans le cas présent, j'ai l'impression que c'est les deux. L'un englobe l'autre, d'une certaine façon. Donc, quelle est la doctrine ? Négocier, c'est sauver le régime, forcément. C'est ça. Donc, est-ce qu'on veut sauver le régime des mollahs ou pas ? Premièrement. Après, il y a aussi une question de timing. Mais est-ce qu'il faut sauver le régime des mollahs ? Quel est l'intérêt de sauver le régime des mollahs ? Je ne vais pas vous dire... Donc vous avez répondu à toutes les questions. Non, c'est pas ça. Il y a une question de timing aussi, c'est-à-dire que négocier, c'est aussi gagner du temps, parce que qu'est-ce qu'il y a après ? C'est-à-dire que... c'est l'Iran qui veut gagner du temps. Non, mais même les États-Unis... Les États-Unis n'ont aucun intérêt à gagner du temps. Les seuls qui ont intérêt à gagner du temps aujourd'hui, c'est l'Iran. Non, c'est pas ça, parce que... Non, parce que le chaos, si le régime des mollahs tombe, mais qu'il n'y a rien derrière, et que c'est le chaos, ça peut être même pire. Alors ça, c'est l'argumentaire d'Emmanuel Macron. Ça, c'est du Emmanuel Macron. Hier, à la fin du G7 au Canada, il ne veut pas que les bombes occidentales fassent tomber le régime des mollahs. Il ne veut pas renverser les islamistes, parce qu'il a dit, comme vous, que après, ça serait peut-être pire, et il y aurait le chaos comme en Irak ou comme en Libye, à la chute de Kadhafi. Non, mais c'est intéressant. Donc il veut préserver le régime pour qu'il n'y ait pas le chaos. L'héritier... le fils du Shah d'Iran, voilà,
a fait hier une déclaration à la télévision pour dire qu'il était prêt à prendre sa part et à mettre en place un régime démocratique. Il y a aussi un risque de guerre civile, il est vrai. Mais ce régime des mollahs, ce régime islamiste, il est en guerre larvé depuis des années avec l'Occident, avec évidemment leurs proxys, avec leurs attentats qu'ils téléguident. Ils étaient aussi évidemment derrière le pogrom du 7 octobre. C'est aussi une guerre de civilisation. C'est-à-dire que d'un côté vous avez, mais bien sûr que si. Mais si ça vous embête, moi si c'est une guerre de civilisation, quand vous lapidez les homosexuels, quand vous cachez les femmes, quand vous les tuez parce qu'elles ont une mèche de cheveux qui dépasse de leur poil. Si ça m'énerve. Quand vous faites pendre à la chaîne vos opposants politiques, quand vous empêchez toute musique d'être diffusée dans le pays, c'est une guerre de civilisation. Évidemment. Je sais bien que vous défendez pas bien évidemment ce régime, mais juste je suis surpris de dire que ce n'est pas une guerre de civilisation. Sans ça. Non, mais moi je crois pas à cette histoire de guerre de civilisation. Je crois que c'est une lecture, pour le coup très donner un argument de temps en temps, Mathias Leboeuf. Vous avoir des poncifs et de les enfiler comme des perles sur un collier. Pardon d'avoir des poncifs, mais je crois que c'est une guerre géopolitique, d'influence. Mais c'est tout ça, c'est des mots. Vous ne donnez jamais un argument dans vos démonstrations. Jamais un argument. Juste en reprenant l'ordre, en quoi c'est pas une guerre de civilisation? Enfin, Gauthier vous a expliqué. Attendez, laissez-moi parler. Gauthier vous a expliqué pourquoi c'était une guerre de civilisation. Il vous a donné des arguments précis. Vous, avec des arguments, en quoi ce n'est pas une guerre de civilisation? La guerre de quelle civilisation contre quelle? La guerre de l'Occident contre les barbares, c'est ça votre grille de lecture. Les islamistes pour vous, c'est pas des barbares? Ces islamistes ne sont pas. L'ayatollah Khamenei, c'est pas un barbare quand il était et le président qui était surnommé le boucher de Téhéran, c'est pas des barbares? Bien évidemment que c'est un comment dire. Je suis pas en train de vous faire la défense et l'illustration des mollahs, mais non, absolument pas. Ce que je vous dis, c'est est-ce que ce sont des barbares? Bien sûr, c'est. Voilà. Mais tous ils sont rendez-vous demain. Non, mais c'est pas ça. C'est que ce sont des dictateurs. Donc voilà. Et moi, le fait de dire c'est une guerre de civilisation. Mathias Leboeuf, un argument, s'il vous plaît. Avec nous, mais il refuse un argument, absolument pas. Un argument. Il y a pas. C'est pas une question d'argument. C'est une question. Bon, quand même. Mathias, je vous offre la pub. Vous réfléchissez. Voilà, on fait une pause, on fait la pub, vous réfléchissez et revenez, s'il vous plaît, avec au moins un argument. Au moins un. À tout de suite sur Europe 1, 17h40. 16h, 18h. Jean-Marc Morandini sur Europe. Europe 1. 16h, 18h. On marche sur la tête. Jean-Marc Morandini. Voilà, ça c'est professionnel, ça c'est pas du Sarah Salman. Bon, petite séquence pour décompresser un peu parce que c'est vrai que le sujet est grave, le sujet est sérieux. On parle d'Israël, on parle de l'Iran et on parle de cette guerre de civilisation que expliquait Gauthier Lebret tout à l'heure. Et Mathias nous expliquait que c'était pas une guerre de civilisation contre l'Iran, Mathias. Non, mais c'est pas ce que je veux dire, c'est que... Comme il n'a pas trouvé d'argument, il rétropédale. Si on parle de civilisation, la civilisation, c'est la Perse. Et effectivement, refaire ressurgir la Perse, mais je vous rappelle une chose, c'est que la Perse, c'était un empire. Et que c'était un empire qui était justement... souvent en guerre contre notamment la Grèce et ce que va devenir l'Occident. Donc moi je ne parle pas de la Perse, bien sûr, mais justement, Simon Moss. Le régime de Mollah, l'une des grandes critiques qui est formulée contre le régime de Mollah, c'est précisément qu'il a dépersisé l'Iran. Tout à fait. C'est qu'il a tué la Perse. Effacé le passé perse, le passé zoroastrien de cette grande civilisation. Je suis tout à fait d'accord. Pour l'islamiser. Laissez parler, Mathias. Laissez parler. Non, mais tout à fait, c'est un dialogue. Mais en effet, si on parle de guerre de civilisation, en effet, ça n'est pas la civilisation perse qui s'opposerait à l'Occident. La Perse, d'ailleurs, n'est pas partie intégrante de l'Occident, mais le régime des mollahs a complètement éloigné, a déraciné cet Iran millénaire de ses racines. Les Zoroastriens sont persécutés. Les Zoroastriens, qui sont la religion, le groupe ethnique antique, pas un groupe ethnique, pardon, mais un groupe religieux antique, même avant le judaïsme, sont persécutés. Donc on a vraiment les fêtes récemment, les fêtes du Nowruz, les fêtes perses, sont persécutées, sont réprimées par le régime. Donc c'est pas du tout entre la Perse et l'Occident, mais par contre on peut en effet voir très clairement une opposition, mais c'est pas seulement l'Iran, c'est aussi le Qatar, c'est aussi tous les régimes aujourd'hui qui ont une visée expansionniste. C'est pas tout à fait pareil. L'Iran et le Qatar, on peut pas les mettre sur le même plan. Al Jazeera, c'est quoi? On peut pas les mettre sur le même plan. C'est pas l'Iran. C'est pas l'Iran. Le Qatar et l'Iran, c'est pour ceux qui nous agressent le plus en France aujourd'hui, ceux qui essaient de plus de monter les Français d'origine musulmane, d'origine maghrébine contre la France, c'est Al Jazeera. C'est pas la télé. Mais Al Jazeera qui est interdit en France. Pas du tout.
Non. Non. Et justement, RT France, le RT est média interdit, d'État et pas Al Jazeera sur le satellite. On l'a sur le Ça fait satellite. partie du combat. Donc, Mathias. Parce que l'argument, puisque si on doit donner un argument, Un quart d'heure. Quel drôle après. de concept. ça fait la seconde. Allez-y, puis on part en Israël après. Donc allez-y, on la avance. civilisation, c'est la civilisation perse qu'il faut arriver à restaurer et à faire ressurgir. Mais moi, je vous le parlais pas de la régime. civilisation Attends, perse. laissez-le pas. Mais il botte en Attends. touche. Mais non, je botte pas en touche. Mais C'est si, comme vous on l'avez d'accord avec raté. vous, on botte en touche. Mais non, mais je vous parlais pas de la civilisation perse, je vous parlais de la vision du monde des islamistes. Mais vous avez une vision du monde qui est binaire, qui est les bons contre les méchants, le Parce bien. que les ayatollahs sont pas les. Mais non, c'est pas ce que je vous dis. Mais ce que je vous dis, bah c'est si, que quoi. Ah, le si. régime. Non, mais si vous voulez réhabiliter les ayatollahs, c'est grand bien que vous fasse. Oh, soyez pas caricatural, Gauthier. Mais C'est vous qui franchement. l'êtes. Moi, je comprends pas ce que vous voulez me dire. Donc, Ce que je vous dis, mais c'est je comprends pas quand. Écoutez-le, Ce que On je comprend pas dis, quand vous c'est parlez. que Écoutez-le. il y a un régime à abattre, qui est le régime des mollahs, mais que ce régime ne recouvre pas la civilisation qui est derrière, qui est la civilisation perse, tout simplement. Et Mais que- ça, on est d'accord. Moi, je vous parlais Bah pas de la alors, donc, c'est civilisation pas un combat de perse. civilisation. Mais Simon vient de vous démontrer par A plus B comme. Mais vous êtes en combat contre l'islam, où qu'il soit. la civilisation. L'islamisme. C'est pas pareil. C'est pas un combat contre l'islam. L'islamisme. L'islamisme, c'est pas une civilisation, c'est un L'islamisme. régime. C'est un régime. L'islamisme. C'est pas une, alors excusez-moi, non, Ah, vous êtes c'est- sérieux? Il y a pas une civilisation islamiste. C'est pas une vision du monde. Il y a une C'est pas. civilisation. C'est une vision politique, c'est une vision du monde, c'est une vision sociale, c'est une vision de la société, l'islamisme. Les islamistes c'est une ne veulent pas. civilisation. Les Non, islamistes pas ne veulent. civilisation. Non mais vous. La civilisation. arrêtez, Bon, mais on joue sur pas sur les le- mots. on va pas faire Excusez-moi. Mathias, on repart. Il y a une civilisation on continue musulmane, ce il n'y a débat, pas une s'il vous plaît. civilisation islamiste. Non, ça je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de Ah, Non, civilisation mais islamique. la volonté, Bah, écoutez- la volonté d'imposer un régime qui, je vais pas refaire ma citation, mon anaphore de tout à l'heure, qui mais a pour conséquence d'instaurer la charia. La charia, par exemple. La charia. Alors, attendez, on va pas partir là-dessus. Je veux juste qu'on Bah, aille en Israël. excusez-moi. Non, mais après, on y revient après. Je veux juste qu'on aille en Israël parce qu'il y a Shana qui nous attend depuis tout à l'heure en Israël et je Alors, si Shana nous veux qu'on la prenne. Elle est à Tel Aviv. Bonjour Shana. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous, Shana. On est au 6e jour du conflit. Je crois que votre appartement a été soufflé la nuit précédente, c'est ça? Ouais, il a été détruit. Détruit carrément. Bah, en fait, ça a pris feu devant chez moi et avec le souffle du missile qui est tombé, donc c'est tombé en fait entre mon immeuble et un autre immeuble. Je crois que c'est aussi tombé un peu sur l'autre immeuble d'en face et c'est tombé aussi sur le parking en face de chez nous. Mon appart, il est construit sur un parking en fait et ça a explosé. Donc du coup, toute la maison, elle s'est effondrée, les plafonds, les murs, enfin tout s'est effondré quoi. Il reste plus rien de l'appartement. Vous vous sentez comment aujourd'hui? Je me sens comme, je suis très reconnaissante d'être en vie déjà. Mais après, on n'a plus de maison, on n'a pas de toit. Enfin, c'est très traumatisant. Mais vous gardez le moral quand même? Parce qu'on vous entend parler, on a le sentiment qu'il y a presque un sourire dans votre voix. Ouais, parce que je suis très contente d'être en vie, comme je vous ai dit. Mais après, c'est un événement qui est très traumatisant. Même là, à chaque fois qu'il y a des missiles encore, chaque boom, c'est revivre la même situation, la même sensation. On ne sait pas ce qui va se passer. Je sais pas si vous êtes toujours là? Oui. Ah pardon. Il est 18h48 à Tel Aviv à l'heure qu'il est. Comment s'est passée la journée? Là, depuis 3h du matin, hier, je crois, on n'a pas encore eu d'alarme. Enfin, pas à Tel Aviv, en tout cas, pas dans le centre. Et pour l'instant, il n'y a pas d'alarme. Ça vous laisse un peu d'espoir? Ça vous permet de retrouver, alors je ne vais pas dire une vie normale, mais en tout cas un semblant de vie normale? La journée, ça va, entre guillemets, mais c'est surtout la nuit. Parce que dès qu'il commence à faire nuit, en général, on a des bombes, du coup. Et que le traumatisme que j'ai eu personnellement, c'était la nuit. Donc la journée, ça va encore. Je peux pas du tout être seule, quoi. Faut toujours que je sois avec des gens. Parce que vous avez peur de vous retrouver seul? Vous avez peur que ça se reproduise? Exactement. Comment réagissent les gens autour de vous? Comment réagissent vos proches? Je suis très bien entourée, même de gens que je connais pas, qui sont venus m'aider à essayer de récupérer des affaires, qui sont venus pour nous soutenir, pour nous amener à manger, enfin vraiment pour nous aider à tout faire. Donc même des gens que je connais pas, on est très bien entourés à Tel Aviv. Donc ça m'aide énormément. Comment vont se passer les prochains jours? Vous savez, où vous vivez au jour le jour? Là, on vit vraiment au jour le jour. Vous avez trouvé un On n'a pas logement? d'informations. Oui, on est relogé dans un hôtel. Et vous, pour plusieurs jours, a priori? Ouais, exactement. Vous avez envie de quitter Israël? Non, pas du tout. C'est-à-dire que malgré la pression, malgré la tension, malgré les alertes, la nuit, vous vous dites « je reste ». Ouais. Ça fait 8 ans que j'habite ici, donc je suis pas... Oui, mais J'ai pas spécialement envie d'aller autre part. la pression pourrait vous faire dire, voilà, c'est quasiment insupportable. En plus, votre appartement a été détruit, on l'a entendu. Vous pourriez vous dire, il faut que je parte maintenant. Non, pas du tout. C'est très bizarre à dire, mais pas du tout.
Non, c'est pas très bizarre. Au contraire, ça montre beaucoup de choses, justement. Et je suis très, très, très touché à chaque fois quand j'entends ces gens qui vivent ces choses-là, quand j'entends des gens comme vous qui disent, voilà, on souffre, mais on est là, et il faut qu'on continue, il faut qu'on reste droit, il faut qu'on continue à se battre. Voilà, exactement. Merci Chana, merci en tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage parce qu'il faut du courage malgré tout, même si vous avez la volonté, il faut du courage pour continuer à vivre autour de ça et pour continuer à se battre pour ça. Merci beaucoup en tout cas et bon courage à vous et à tous ceux qui êtes sur place. Sarah Salman, quand on entend des témoignages comme celui-là, tout à coup on est dans le réel, on est dans la vraie vie, on se rend compte que c'est pas juste un débat dans un studio radio, c'est la vraie vie, c'est des gens qui vivent des choses horribles qu'on imagine à peine nous, parce que se dire son appartement est détruit et malgré tout je veux rester, je passe des nuits terribles parce qu'il y a les alertes et malgré tout je veux rester, je veux continuer à être là et je veux continuer à me battre pour mon pays. Je trouve que c'est un sentiment tellement fort. C'est un sentiment tellement fort et c'est tellement représentatif de la mentalité israélienne. Moi je connais aucun Israélien qui me dit j'ai envie de partir parce qu'il y a une guerre. Il y aurait la même chose en France, la majorité, une partie des personnes chercheraient à fuir le temps que ça se calme. Ils aiment leur pays, ils sont extrêmement résilients, c'est un peuple fort et fier et je ne suis absolument pas étonnée. Là elle pourrait être effondrée et en larmes. Elle a perdu son appartement. Demain, elle sait pas. Elle va peut-être mal dormir ce soir, c'est même sûr. Elle sait pas ce qu'elle fera dans les prochains jours. Et malgré tout, il continue. Et on avait aussi Laura qui disait, je me suis mise en mode guerrière, j'y vais. C'était hier. Ouais. Laura qui était avec nous, qui avait eu son appartement soufflé également. Exactement. Et qui témoignait hier et qui disait voilà, je suis en mode guerrière pour mes enfants, pour mon mari, pour mes proches et pour Israël aussi. Mais c'est valable pour tout. Alors je vais faire une analogie. Pendant la Shoah, tous les rescapés ont cette mentalité. Ils sont très forts, ils se plaignent pas et ils avancent. Et c'est cette mentalité que moi j'admire particulièrement. Simon, pourquoi il y a cette mentalité en Israël? Avant de vous répondre, je veux quand même saluer Chana parce que Chana, je l'ai reconnue et en fait, on a passé toute notre jeunesse ensemble, de l'âge de 5 ans jusqu'à 18 ans. Donc j'ai vu évidemment, je la soutiens, donc déjà je la salue. C'est une fille admirable, très très résiliente et qu'on aime tous autour de moi. Elle a vraiment perdu son appartement, elle est traumatisée et en même temps elle est... Mais son discours il est incroyable parce que vous voyez, vous nous dites elle est traumatisée, mais quand on l'entend, c'est pour ça que j'ai parlé de son sourire à un moment donné qu'il y avait dans sa voix et moi ça m'étonnait parce qu'elle nous raconte quelque chose de terrible. La solidarité. Mais j'ai perdu mon appartement, je me retrouve sans rien, je dors pas la nuit, je suis en stress. Et elle vous dit ça avec pas le sourire, mais en tout cas, voilà une pointe d'espoir. Parce que Chana, on partage les mêmes cercles d'amis, on a des frères, on a des cousins, on a des amis qui sont en ce moment dans la bande de Gaza et qui se battent eux aussi contre les terroristes. Et donc cette réalité qui est dure, elle oblige aussi à une unité, à une force de caractère extraordinaire, à une résilience et je suis très content que vous lui ayez donné cette parole-là parce que c'est vraiment quelqu'un de formidable et encore une fois que je soutiens énormément parce que ce qu'elle a vécu c'est vraiment dramatique. Mathias Leboeuf, ça vous touche ce type d'interview comme on vient de le faire avec Chana, ça vous touche? Vous savez, j'ai beau être de gauche, j'ai un cœur quand même et bien sûr que ça me touche et de plus en plus à droite votre cœur d'ailleurs. Oui. Non, je trouve que c'est une formidable leçon quasiment de philosophie, c'est-à-dire de ne pas céder à la terreur et d'avoir ce mental, parce que la guerre, elle est aussi psychologique et elle se passe dans les têtes. Et effectivement, c'est une force incroyable. Et alors là, je vais donner du grain à moudre à Gauthier, c'est que c'est aussi les valeurs, c'est-à-dire que à un moment donné, c'est les valeurs qu'on partage qui nous défendent aussi et qui nous empêchent de céder à la terreur. Vous savez ce qui les sauve aussi. Bonne conclusion. Non, mais ce qui les sauve aussi, à mon avis, c'est une chose qui nous manque, nous, c'est l'amour du pays. En fait, parce que tout ça, ce qui les fait tenir, c'est parce qu'ils aiment. Ils aiment Israël. Et nous, je crois que s'il y avait beaucoup plus de monde qui aimait la France, et si on n'avait pas toute cette génération dont on parle parfois, qui n'aime plus la France, on serait peut-être dans un autre état d'esprit. Une partie de cette génération. Une partie, bien évidemment. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain en direct et dans un instant, c'est Laurence Ferrari sur Europe 1. Merci de nous avoir suivis.